On commence par notre bilan de campagne. Tous les 50 jours, je vous donne rendez-vous pour ce décompte présidentiel. On verra si les tendances anticipées par nos experts se confirment. On fera un petit bilan comme ça tous les 50 jours. Pour démarrer, il faut forcément analyser le phénomène politico-médiatique de ces dernières semaines. Vous savez qui? Ben oui, forcément, Jérôme Rabier. Il fait durer le plaisir. Pas encore candidat, Éric Zemmour attire déjà tous les regards. Médiatique d'abord, comme hier lors d'un débat avec le philosophe Michel Onfray, où le polémiste a encore donné sa vision de l'élection présidentielle française. Ce n'est pas le régime des partis. Et que vous connaissez la formule célèbre, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Donc je pense que nous sommes, et je suis, dans la pure logique de la Ve République et de ce qu'a voulu le général de Gaulle. Désormais mesuré à plus de 12% dans les sondages, Éric Zemmour est scruté par tous ses adversaires, en particulier la droite traditionnelle et le Rassemblement national, à qui il prend des voix. Partisan d'une participation du polémiste à la primaire de la droite, le sénateur LR du Rhône, Étienne Blanc, estime que désormais, la droite doit s'emparer des thématiques développées par Éric Zemmour. Ces idées devraient rassembler. Voilà. Je ne crois pas que ce soit un diviseur. Voilà. Moi, je crois à la politique quand elle porte des idées et des convictions. Eh bien, je pense que les LR auraient tout intérêt à comprendre ce qui est en train de se passer. Et je crois que la recomposition, je parle des idées, n'est pas terminée. Certains à droite pourraient même être tentés de choisir le polémiste comme candidat s'il se lançait, en fonction aussi du champion que la droite se choisira en congrès. Je me suis exprimé déjà à plusieurs reprises sur l'intérêt que je trouvais à une candidature qui est virtuelle pour l'instant, qui est hors système LR, pour incarner, car je mets les idées avant les hommes, il n'appartient à aucune écurie. Comme à l'époque Emmanuel Macron qui avait fracturé le PS, puis les LR, Éric Zemmour joue les troubles faits, cette fois-ci pour les LR comme le Rassemblement national. Et à 200 jours du second tour de l'élection présidentielle, sans même s'être déclaré, il occupe le devant de la scène politico-médiatique. Reste à savoir si le phénomène va durer. J-200, on débat avec nos experts. Je vous présente Pascal Perrineau, bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris, ancien directeur du CEVIPOF. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut d'études et de conseil Pauling Vox. Vous publiez Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme. C'est aux éditions du CERF. Florent Vadillo, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank L'Hétérie, docteur en sciences politiques, professeur à Sciences Po. Et Laetitia Krupa, notre éditorialiste des mardis et jeudis, en alternance avec Mathieu Croissant. Bonsoir et bienvenue Laetitia. Évidemment, on commence par le phénomène Éric Zemmour, réaction au reportage de Jérôme Rabier. C'est intéressant d'entendre ces parlementaires LR, Pascal Perrineau. À quel point la tentation Zemmour est en train de gagner du terrain au niveau des parlementaires LR? Si vous voulez, ça tient au fait que la droite classique, et en particulier LR, ont choisi de se prononcer sur leur candidat très tard. Normalement, le 4 décembre. Sur la procédure, ils ont mis tout l'été à se décider et ils ont choisi la procédure des primaires fermées extrêmement tard. Le calendrier est donc un calendrier extrêmement long, pendant lesquels, dans cette pré-campagne, il n'y a pas de candidats de la droite classique. Et donc l'espace politique ayant horreur du vide, il est occupé. Alors il a été occupé en effet par Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, il a été occupé et il est occupé par le candidat Macron, le président candidat Macron. Quand on regarde l'électorat, tout de même, le gros problème de la droite, c'est que tous les candidats de droite, sans exception, ne parviennent pas à rassembler derrière eux plus de 50% de l'électorat Fillon. Donc il y a un combat, j'allais dire, entre Emmanuel Macron et le ou la candidate de droite qui est absolument extraordinaire. Donc en cette absence, eh bien c'est la météore venue de l'extérieur, Zemmour, qui occupe l'espace. Oui, mais donc ça va durer. Je reprends la question, avec cette tentation Zemmour. Bien sûr, la tentation Zemmour, tant qu'il n'y aura pas un candidat de droite classique clairement désigné qui occupera l'espace, c'est-à-dire qu'il y a encore devant nous tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Ouais.
Alors on va regarder quelques intentions de vote. On a choisi le sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et LCI qui donne, alors je vais donner les 4 premiers dans cette partie-là, on verra les candidats de la gauche après. Donc Emmanuel Macron est à 24, Marine Le Pen à 18, Xavier Bertrand à 15, Éric Zemmour à 12. Jérôme Sainte-Marie, il y a d'autres sondages qui donnent Éric Zemmour devant Xavier Bertrand. Et alors ça se joue à très très peu d'intention de vote, mais quand même. Oui, il y a de très grandes fluctuations entre les instituts de sondage en cette période. Alors c'est tout à fait normal et légitime dans la mesure où l'opinion n'est pas fixée. Vous savez, il y a un chiffre très important à retenir, c'est dans le dernier sondage Opinionway, 46% des Français seulement déclarent s'intéresser à la campagne électorale. Il y a 20 points de différence dans cet intérêt déclaré entre les hommes et les femmes. Il y a 20 points de différence entre les CSP+, et les CSP-. Grosso modo, plus on est inclus, plus on est âgé, plus on est diplômé, et plus on se déclare s'intéresser à la campagne. Tant et si bien que lorsque vous établissez les intentions de vote, si vous décidez, vous savez, maintenant on fonctionne essentiellement par une note de 0 à 10 en fonction de la certitude d'aller voter. Si on choisit uniquement la note 10, donc les plus certains, on n'a que 50% du corps électoral, c'est le cas d'Ipsos récemment, et alors ça peut être légitime, tout aussi bien que de choisir la note 8, 9 et 10. Mais du coup, on n'a pas tout à fait la même population et on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Il n'y a pas, à mon sens, soyons très clairs, en tant que sondeur, je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon choix actuellement. Et c'est tout à fait légitime que les méthodes soient différentes selon les instituts. Mais ça révèle cette fluctuation comment dirais-je, que ces intentions de vote sont à peine des intentions de vote, ou plutôt sont des intentions de vote pour une partie de notre échantillon et des préférences de vote sur un choix hypothétique découvert à l'instant par une bonne partie de l'échantillon. Et pourtant, c'est à partir de cette matière politique qu'est le sondage, quand même, que la candidature Zemmour, elle commence à fracturer au sein de LR, mais aussi au sein du parti de Marine Le Pen. C'est pas neutre. Oui, alors vous savez, il m'est arrivé de dire et d'écrire ça, peut-être à mes dépens en tant que sondeur, mais à l'occasion d'autres élections, jamais les sondages d'intention de vote n'ont autant d'influence politique qu'au moment où ils ont le moins de réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, ça joue très fortement sur l'offre finale, sur la désignation, alors même qu'on interroge des gens qui, encore une fois, sont très diversement motivés. De ce fait, vous avez également une sociologie de l'intérêt, comme je le soulignais. De ce fait, les catégories populaires qui vont se réveiller probablement en janvier-février, ce qui provoquera des fluctuations comme très souvent, et bien de ce fait, on aura, là, pour l'instant, le choix se fait sur une certaine France. Souvenons-nous toujours, quand nous parlons de ces choses-là, de ce qui s'était passé en 1994 et 1995, donc c'est un peu ancien, je m'en excuse, à l'occasion du match dans le même camp, cette fois-ci aussi, entre Chirac et Balladur. Effectivement, les sondages de 200 jours avant la présidentielle avaient sérieusement été remis en cause. Florent Vadillo, c'est le paradoxe Zemmour quand même. Il est omniprésent, mais il n'est pas encore candidat. Ça le sert, cette espèce d'ambiguïté ? Mais pour l'instant, l'ensemble de sa montée en puissance a bénéficié de cette ambiguïté, puisque la décision du CSA lui a permis de se victimiser au moment où c'était précieux à sa montée en puissance et où de toute façon il aurait plafonné dans sa stratégie médiatique à force de répéter les mêmes choses sur les mêmes plateaux. Et puis effectivement, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, en disait François Mitterrand, et visiblement Éric Zemmour n'est pas que l'héritier du général de Gaulle, puisqu'il veut garder cette ambiguïté. Présente, en tout cas. Oui, mais on a entendu. Il veut garder cette ambiguïté, même si dans ses dernières déclarations, il commence de plus en plus à lever le voile et à acheminer l'ensemble de ses soutiens vers une candidature qu'il justifie par l'élan populaire qu'il constate à chacun de ses déplacements. Donc c'est assez amusant. Et quand on regarde d'ailleurs l'ensemble des présidentielles, on a toujours un candidat trouble-fête qui, avant le mois de janvier, vient bousculer, vient faire peur aux partis traditionnels, vient faire peur aux candidats. Et je crois que ça a surtout un intérêt pour les autres candidats parce que ça les oblige à se positionner sur des thématiques de campagne qu'ils vont devoir ensuite récupérer. Et on le voit, l'entrée tonitruante de Xavier Bertrand sur les sujets régaliens n'a pas été suffisante et il ne permet pas de récupérer l'ensemble de l'électorat Fillon. Donc ça envoie aussi des signaux sur comment rassembler son camp, sur quelle thématique d'ici le mois de janvier, où je pense que
on aura des écuries beaucoup plus stabilisées et bien plus définitives que jusqu'à présent. Oui, parce que la candidature Zemmour, évidemment, si elle intervient ou pas, ça va impacter la stratégie de tout le monde, la stratégie de Marine Le Pen, la stratégie de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse. Ils sont en attente en quelque sorte. Mais pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une stratégie en termes rhétoriques, en termes de thématiques de campagne. On le voit pour l'instant, c'est plutôt lui qui arrive à mettre à l'agenda des sujets politiques. L'agenda, oui. Et puis la candidature et une candidature éventuellement haute abaisse mécaniquement le seuil d'accès au second tour. Et donc quelque part, il peut rebattre les cartes en créant des proximités entre le candidat de la droite républicaine, Marine Le Pen. Alors on voit quand même que Emmanuel Macron caracole de manière assez constante dans les sondages. Donc la question, on a quasiment un des finalistes, Emmanuel Macron. La question qui se pose, c'est qui chutera sur l'obstacle Zemmour, un peu comme qui a chuté sur l'obstacle Chevènement en 2002 par exemple. Laetitia, vous avez analysé la tentation du clown dans un livre publié récemment. Chez quel éditeur déjà ? Bûcher-Chastel. Bûcher-Chastel, merci, je l'avais oublié. Est-ce qu'il prend Donald Trump très clairement pour modèle dans cette campagne électorale ? Oui, c'est ce que j'allais vous répondre, monsieur, c'est que nous ne sommes plus en 2002, nous sommes 20 ans plus tard. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à 2002 ? C'est la révolution numérique, ça n'a échappé à personne. Moi, je l'ai même sur le plateau, on est 3 à l'avoir sur le plateau de notre téléphone portable. Ce qui donne une horizontalité de la société, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que je vaux Jérôme Sainte-Marie comme je vous vaux Thomas. Or, dans les faits, ce n'est pas vrai. Et Trump a surfé sur tout ce vaut. Et Éric Zemmour a évidemment Donald Trump comme modèle absolu dans sa campagne. Et pour preuve, je vous propose de réécouter une de ses chroniques quand il était encore que journaliste. Voilà, il était sur Au Figaro et sur RTL. Là, précisément, c'est sur RTL. C'était en janvier 2018. Écoutez ce qu'il disait sur la présidence Trump. Parce qu'il subit l'opposition inédite d'une sorte de triangle des Bermudes d'une puissance exceptionnelle. Médias, Hollywood et Silicon Valley. À Washington même, le président doit tenir compte des résistances d'une élite administrative, policière, diplomatique, judiciaire, financière, qui considère que même l'élu du peuple ne doit pas conduire une politique contraire à ses propres convictions. C'est ce qu'on appelle l'État profond qui exerce sur le président des pressions permanentes allant jusqu'au chantage. Face au risque d'enfermement, le président ne conserve qu'une parade, mais très efficace. Sa parole, ses discours, ses tweets, dont il fait un usage compulsif. Il agit en fait comme un chef de l'opposition en exil, mais c'est un peu ce qu'il est. Cela lui permet de poursuivre le combat idéologique et de conserver le contact avec son électorat populaire. Pourrait-on appliquer ce que vient de dire Éric Zemmour en 2018 à sa stratégie d'aujourd'hui ? Je vous réponds oui. Donc évidemment que cette opposition entre l'État profond et l'élu du peuple, choisi par le peuple, va être un peu au cœur de sa stratégie, comme on est en France. Bien sûr, il adapte au modèle français, au modèle culturel français, et lui se pose en homme censuré, bâillonné par un système qui serait pro-Macron, gauche caviar, un peu monopolisé par des médias de la bien-pensance. On le connaît, tout le verbatim d'Éric Zemmour. C'est quand même un paradoxe alors qu'il est omniprésent dans les médias. On est d'accord, mais vous voyez bien que le parallèle avec Donald Trump est vraiment, on peut le tracer du début à la fin. Et pour l'opérationnel ? Pour l'opérationnel, c'est la même chose, puisque le but est le même. Le but, c'est de fédérer une communauté d'électeurs au-delà des classes sociales et des origines géographiques. Et aussi, certainement, quand je vous écoute, de faire venir aux urnes, ce qu'avait réussi Donald Trump, les abstentionnistes. Et donc, les moyens, quels sont-ils ? Ceux de Donald Trump, certainement, la parole directe, la parole libérée, il disait Éric Zemmour, et évidemment toute l'arme, on va dire, de communication massive, l'arme fatale, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le numérique, les plateformes. Et comme par hasard, Éric Zemmour, qui était complètement allergique, jusqu'en avril, il n'était sur rien, aucun réseau social, rien. Mais depuis avril, il poste quasiment une story Instagram par jour. C'est un peu une caricature, mais on en est là. C'est-à-dire que c'est exactement le même but que Donald Trump, c'est encore une fois de faire campagne en parallèle. Oui. Alors c'est intéressant parce que le débat qu'il avait hier avec Michel Onfray, il devait être diffusé sur Facebook, sauf qu'il y a eu la panne mondiale de Facebook, c'est pas de chance, ce sont des choses qui arrivent. Florent Vadier, vous connaissez bien, vous analysez les mutations de la numérisation de l'économie. Je vous voyais un peu tiquer à certains aspects de la chronique de Laetitia
Laetitia, pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, la socialisation politique via les réseaux sociaux, elle est quand même très frappée d'un contexte culturel. La chaire Gouvernance digitale et souveraineté de Sciences Po a publié une étude sur justement comment les populistes s'informent-ils, via quel réseau. Et on voit qu'il y a quand même des différences qui sont très importantes selon les nations et selon aussi les communautés structurées. C'est-à-dire qu'il y a une audience extrêmement structurée sur des communautés mobilisées qu'on peut effectivement actionner en France, mais qui sont de moindre importance. On n'est pas sur des phénomènes à la Bolsonaro et sa chaîne WhatsApp et à sa chaîne Twitter. Moi, je crois aussi que quand on regarde sur les campagnes politiques, des municipales, des cantonales, des choses qui vraiment touchent la France qui vote, Twitter est quasiment absent. Parce qu'on a globalement 5% de la population et en dehors de Paris, des gens qui sont extrêmement ciblés. Je pense à Facebook. C'est Facebook est beaucoup plus présent, mais avec une stratégie médiatique, d'entrisme médiatique qui, visiblement, pour moi, est hors de portée pour l'instant des équipes d'Éric Zemmour. Ça demande une masse critique beaucoup plus importante, mais peut-être que la campagne me démentira. Moi, je pense qu'il y a une hypothèse aussi qui veut qu'on peut faire une campagne très massive dans les derniers temps et que ça peut fonctionner juste avant le vote. Et justement, les réseaux sociaux servent à ça puisqu'ils accélèrent tout pour le marketing politique finalement, pour cibler directement les électeurs sur, encore une fois, nos téléphones et nos ordinateurs. Mais vous dites qu'il faut des outils puissants et qu'il ne les a pas forcément. C'est intéressant. Jérôme Sainte-Marie, sur le parallèle Trump-Zemmour, vous voyez réagir aussi. Oui, non, c'est simplement, je n'ai juste noté, alors c'est un peu périphérique par rapport à notre conversation, c'est qu'il utilise le mot état profond, Éric Zemmour, de manière erronée. C'est-à-dire que l'état profond, c'est pas ça du tout. Là, il confond en fait, parce qu'il cite beaucoup Gramsci, mais je suis pas sûr qu'il ait totalement lu, parce qu'il confond la notion d'état profond avec la notion d'état intégral chez Gramsci. Mais l'état intégral chez Gramsci, ça veut dire les classes dominantes, grosso modo. L'état profond, ça signifierait plutôt, comment dirais-je, les structures décisionnaires au sein de la haute administration. On va dire ça comme ça. Mais bon, bref, mais c'est pas fondamental. Effectivement, c'est une situation, il essaye de se victimiser comme cela, alors que je ne suis pas sûr qu'au sein des catégories dominantes, et bien que la solution Zemmour soit tellement décriée. Au fond, ça lui permet de récupérer des thématiques assez populaires et des thématiques qui étaient très fréquemment utilisées au sein des LR d'ailleurs, et pour justement avoir à promouvoir un modèle de société qui est, par bien des côtés, assez conservateur, en tout cas qui est sur les problématiques qu'on n'a pas eu tout abordé, qu'on va aborder, je crois, que vous allez aborder tout à l'heure dans l'émission. Les problématiques sociales, notamment, sont pour l'instant très absentes de son discours. Or, même si il faut bien voir que le pouvoir d'achat est aujourd'hui la priorité des Français par rapport à la campagne. L'immigration est un sujet qui touche à plein d'autres. C'est un sujet total, en quelque sorte, mais c'est quand même un des sujets. Ce n'est pas le principal, et il peut rassembler 2 Français sur 3 sur ses propos aujourd'hui. Enfin, quoique. Non, sur la réprobation de l'immigration, il peut rassembler 2 Français sur 3. Sur ses propositions, c'est beaucoup moins vrai. Oui, puis on avait vu que c'était le candidat le plus détesté aussi. Hein. Ça a été sondé, ça. Donc vous partez du principe qu'on va voter selon les programmes et les positions idéologiques de chacun. Oui, tout à fait. Moi, il me semble que non, justement, et la force de Zemmour, et c'est Steve Bannon qui avait impulsé ça aux États-Unis, c'est qu'il va jouer sur l'affect, le ressenti, la colère et le sentiment d'humiliation. Il y a plein d'autres thèmes dont on va parler. Je vous mouillez un petit peu, parce qu'on se retrouvera dans 50 jours. Il sera candidat, Éric Zemmour ? Oh, écoutez, la probabilité qu'il soit candidat est certainement élevée, disons ça comme ça. Cependant, si vous voulez, les États-Unis, c'est pas la France. Et Éric Zemmour, par rapport à Trump, il y a une très grande différence. C'est que Trump avait, pendant des mois, ferraillé pour contrôler un des 2 grands appareils de la vie politique américaine, les républicains. Et que contre l'establishment républicain, il avait réussi à avoir le parti derrière lui. Éric Zemmour est bien loin de cela. Et ça m'étonnerait que, en dépit de quelques réactions de sénateurs LR, ça m'étonnerait que LR s'offre à Éric Zemmour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous regardez aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, la base sociale de Éric Zemmour, c'est une base très bourgeoise et couche moyenne et personnes âgées. C'est-à-dire qu'il est très très loin de pénétrer ces milieux des couches populaires blanches que le candidat Trump avait pu pénétrer. Donc pour l'instant, si vous voulez, il faut ramener tout de même Éric Zemmour à sa juste proportion. Il turbule, en effet, si l'on prend les résultats de l'IFOP, 12%, c'est tout à fait significatif. Il abaisse
en effet, le seuil d'entrée au premier tour, mais attention, en abaissant le seuil d'entrée au premier tour, les courbes du candidat de la droite classique et du candidat de la droite extrême peuvent se croiser. Donc, quelque part, il pourrait rendre indirectement service, vous voyez, à quelqu'un comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Bon, on suivra ça. Allez, vraiment d'un mot, il sera candidat, Florent Vadillo? Je suis prêt à parier. Ok. Jérôme Sainte-Marie? Ah oui. 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 Pas. Bon, écoutez, on en reparlera dans 50 jours. Je pense qu'effectivement, moi je le pense aussi, mais on verra. L'unanimité va peut-être être balayée par une surprise. Tiens, je vous propose, parce que c'est une leçon d'humilité aussi, merci de jouer le jeu, mais si on regarde les sondages qui étaient donnés à peu près 200 jours avant la présidentielle il y a quelques années, alors on commence par quoi? Parce que j'y vois pas très bien là sur l'écran. On commence par 2011. Donc on est 2011. Donc on a François Hollande qui est devant Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Ça, pour le coup, ça a été confirmé par le scrutin. Si on avance en 2017, évidemment là, c'est plus compliqué puisque dans ce sondage qui est également autour de 200 jours, on a notamment un Alain Juppé qui a explosé en vol, pardon d'être un peu trivial, Emmanuel Macron seulement en troisième position. Donc voilà, on sait, c'est ce qu'on a dit. Jérôme Sainte-Marie, vous avez fait vous-même preuve de oui, mais on avait un par rapport François à Hollande l'exercice. qui ne s'est pas présenté. Donc aussi. Et on avait un François Hollande qui ne s'est pas présenté. Non mais bien sûr, c'est pour ça que je dis, là on a été unanime sur la candidature Zemmour. On verra bien. Je voudrais qu'on parle maintenant d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, il y a le Canard enchaîné qui publie un avis de recherche dans son édition apparaître demain. Avis de recherche, Anne Hidalgo. Avez-vous des nouvelles d'Anne Hidalgo? Évidemment, c'est cruel, mais c'est drôle aussi, et ça pose une vraie question depuis le lancement de sa campagne. C'était le 12 septembre. On parlait de celui qui imprime le calendrier. Elle ne fait pas l'événement, elle n'imprime pas le calendrier. Il y a eu cette proposition de doubler le salaire des professeurs ou des adultes en contact avec des élèves dans le système éducatif, mais au-delà de ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Faut-il un plan B pour le PS? On va écouter ce qu'en dit Olivier Faure, le premier secrétaire. Forcément, il assure que non. Je suis comme tout le monde, je regarde les sondages parce que je vais vous raconter d'histoires, et quand on est haut, je suis plus content que quand on est bas. Évidemment, je regarde les tendances, ça m'intéresse. Mais je dis attention aussi, si vous voulez qu'on arrête tout de suite, on peut se dire aussi, l'élection présidentielle, au mois d'octobre, on dit que le mieux placé dans les sondages, c'est celui qui a gagné. Voilà. Et donc, à ce compte-là, eh bien, aujourd'hui, Juppé serait président. Et puis avant lui, Balladur l'aurait été. Non, mais clairement, aujourd'hui, Olivier Faure, vous cherchez pas de plan B à Anne Hidalgo? Absolument pas. Pourquoi un plan B? Pas de plan B à Anne Hidalgo. Est-ce que vous employez le terme fiasco pour qualifier ce début de campagne, Florent Vadillo? D'abord, elle n'est pas encore la candidate du Parti socialiste, puisqu'elle sera désignée le 14 octobre. Et donc, de ce fait, il y a une fiction qui doit se maintenir. Et je crois que la fiction pour les organismes partisans, elle a une vertu, c'est qu'il vaut mieux ne pas décevoir les organismes partisans lorsqu'on sollicite leur investiture. Ensuite, il y a un fiasco, ça serait beaucoup dire, parce que honnêtement, la campagne n'a pas commencé. Il y a une forme de patinage. Et j'ai envie de dire, c'est assez normal, parce que jusqu'à il y a peu de temps, elle n'avait pas d'adversaire à gauche, hormis Jean-Luc Mélenchon. On ne savait pas si c'était Yannick Jadot qui serait candidat ou Sandrine Rousseau, ce qui quand même, en termes de positionnement politique, en termes de capital de voix, change considérablement la donne. Et de ce point de vue-là, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour elle que ce soit Yannick Jadot. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça dépendra très clairement des thèmes de campagne pour lesquels elle optera. C'est-à-dire que s'il s'agit de concurrencer Yannick Jadot sur l'écologie, quand on fait une campagne écologiste, on appelle à voter écologiste. Et on préfère toujours l'original à la copie, quand bien même les opinions politiques sont extrêmement ancrées. Donc, il faudra de ce fait, et on l'a vu sur les élections européennes par exemple avec Raphaël Glucksmann, il faut un positionnement qui permet de faire un électorat socialiste socle qui existe en France, il est entre 6 et 9%. Donc déjà, ça permet d'entrer dans une dynamique de campagne différente. Si on a un socle de 10% en entrée de campagne en janvier, ça augure d'une capacité de progression différente. Donc moi, je ne suis pas critique pour l'instant. Il faut un positionnement vis-à-vis de Yannick Jadot. Il faut une entrée en campagne qui soit effectivement plus marquée sur des thématiques pour rassembler son électorat, mais je crois que rien n'est joué d'avance. Elle est absente même médiatiquement. Comment vous l'expliquez, Pascal Perrineau? C'est très étrange, je vais vous dire, parce que tout de même, elle commence par lancer une bombe dans le débat public. Vous vous rendez compte? Doubler le salaire des professeurs. Alors, on comprend la base du Parti socialiste. Il y a beaucoup d'enseignants, du primaire, du secondaire, du supérieur. Donc, voilà. Et ensuite, silence radio. Quand on lance une telle bombe, il faut argumenter.
argumenté en particulier autour de la question des moyens à dégager pour satisfaire le service après-vente en quelque sorte. Le service après-vente. Et là, pas du tout de service après-vente. Alors, j'avoue que moi, ça m'a plongé dans une perplexité totale, parce que c'était vraiment pas à la hauteur de l'effet d'annonce qui était tonitruant, vous vous souvenez, quand c'est tombé. Et d'ailleurs, les principales réactions sont venues presque de son camp, c'est-à-dire de la gauche, en disant mais tout de même, bon, elle ose, mais enfin, c'est pas possible, vous avez vu, Montebourg, etc. Oui. Donc, il y a Jean-Luc Mélenchon qui dit est-ce que le PS est encore un parti de gouvernement ? Sous-entendu, ça coûte beaucoup trop cher. Donc une stratégie tout de même très très étonnante. Et puis maintenant, il y a tout de même la course-poursuite pour le leadership de ce qui reste de la gauche de gouvernement non protestataire. Et là, on voit bien que la victoire, qui n'était pas évidente, la victoire de Yannick Jadot rend la tâche de Anne Hidalgo beaucoup plus difficile pour le combat, pour le leadership. C'est vrai qu'objectivement, aujourd'hui, Yannick Jadot est beaucoup mieux placé. Alors, c'était pas évident encore il y a quelques semaines. Est beaucoup mieux placé que Anne Hidalgo pour prétendre à ce leadership. Mais il l'est parce qu'elle fait preuve de faiblesse ou d'absence, etc. Oui, parce qu'il n'y a pas eu non plus énormément. On va parler des Verts dans un instant, mais il n'y a pas non plus eu beaucoup de propositions de Yannick Jadot qui ont marqué le calendrier. Je parle du calendrier. Je ne fais pas un jugement de valeur, mais qui ont marqué le calendrier politique de ce mois-là. Bon, il avait une affaire interne importante à gérer. Bon, et il s'est tout de même remarquablement bien débrouillé parce que sur le papier, il était tout de même battu. Donc, voilà. Et on maîtrise mal aujourd'hui, au fond, le comportement de ces hommes et de ces femmes qui se déplacent dans les primaires. On a beaucoup de mal à prévoir leur comportement et on va parfois de surprise en surprise. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand on regarde les soutiens de Anne Hidalgo. D'abord, il y a un problème, c'est que Anne Hidalgo est maire de Paris, mais au fond, elle ne joue pas le réseau important des maires socialistes en région. Les maires socialistes en région, je pense à la maire de Nantes, à la maire de Rennes, etc., c'est une réalité. Et les présidents de région aussi. Voilà. Et je ne comprends pas elle reste incroyablement parisienne et ça se voit dans ses soutiens. C'est Paris-Île-de-France et dès que vous quittez le périphérique au sens large, eh bien c'est une candidate marginale. Oui, alors on va regarder, avant que je vous donne la parole, Jérôme Sainte-Marie, sondage IFOP fiducial pour le Figaro LCI. Donc là, on est sur les candidats de gauche avec un Yannick Jadot entre 8 et 9, Jean-Luc Mélenchon entre 7 et 8, Anne Hidalgo donc 5,5, 6, Arnaud Montebourg entre 3 et 4 et Fabien Roussel entre 1,5 et 2,5. Ce socle, il est faiblard pour l'instant dans les sondages. Et comme disait Florent Ibadi, on n'est pas, elle remplit pas sa salle en quelque sorte. Oui, c'est intéressant parce qu'il faut bien noter quand même que la gauche et le Parti socialiste se sont très bien sortis des élections municipales, des élections départementales, des élections régionales. Le nouveau clivage entre progressistes et populistes ne s'impose pas du tout au niveau local. Donc il y a deux clivages qui existent en quelque sorte, qui organisent ou plutôt qui désorganisent la vie politique dans France actuellement. Je pense qu'Anne Hidalgo, c'est un propos un peu polémique, mais est le point d'aboutissement d'un long processus de dépolitisation du Parti socialiste. Vous avez vu, il y a un congrès il n'y a pas longtemps, on a à peine parlé du Parti socialiste. Autrefois, c'était des motions, c'était très théâtralisé. On ressortait souvent des arguments idéologiques pour cacher des luttes de pouvoir personnelles. Mais alors là, aujourd'hui, plus du tout. Plus du tout. Il n'y a plus d'idées, quoi. C'est presque ce que vous êtes en train de dire. Alors, c'est aussi le fait, c'est peut-être que c'est la conséquence de ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que c'est avant tout désormais un cartel d'élus. Il y a très peu de militants. Et du coup, les cartels. Et le fait d'être un élu local, fondamentalement, ça dépolitise plutôt les choses. Vous avez effectivement les différences. D'ailleurs, c'est une des raisons de l'abstention qui croît. Les différences de gestion entre les présidents de département de gauche ou de droite ou les maires de gauche et de droite. Aujourd'hui, les budgets sont tellement contraints, il y a tellement de dépenses obligées en quelque sorte que vous avez très peu de variations. C'est tant et si bien que le spectacle est plutôt fait lors de l'élection présidentielle par des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui ont très peu, c'est le moins qu'on puisse dire, de présence au niveau local et qui sont donc extraordinairement libres dans leurs propos. Laetitia ? Il me semble que, en fait, Anne Hidalgo est absente médiatiquement parce qu'elle ne fait pas d'événements. Vous savez bien que les médias viennent quand vous proposez quelque chose à filmer ou à raconter ou en tout cas à relayer. Sur laquelle il faut Donc il faut faire l'événement, soit avec une idée, soit avec un déplacement. Et pourquoi le Parti socialiste est faible ? Parce qu'il n'a fait aucune proposition pendant ces 5 ans.
Ils étaient dans l'opposition. Olivier Faure est une incarnation très faible. Olivier Faure, je ne sais pas si en sortant là dans la rue, tout le monde sait qui il est, malheureusement, alors qu'il est le leader du Parti socialiste. C'est un parti d'opposition directe à Emmanuel Macron, comme l'étaient les LR. Emmanuel Macron a profité de l'atomisation de l'échiquier politique. Mais je pense que c'est quand même un peu trop lui donner que de dire c'est à cause d'Emmanuel Macron qu'on en est arrivé là. Non. À un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités quand on est dans les deux camps des partis historiques de gouvernement et se rendre compte qu'effectivement, les propositions sont quasiment nulles. Emmanuel Macron, qui est au second tour dans tous les instituts de sondage, Jérôme Sambary, qu'est-ce qui pourrait le faire dévisser? Ou est-ce qu'il a un socle finalement qui vous semble très solide? Moi, j'avais essayé de décrire son socle, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le bloc élitaire, c'est-à-dire une bonne partie des vraies élites, les cadres supérieurs, qui ont largement abandonné pour ceux du privé la droite, pour ceux du public la gauche. Ça se maintient. Sondage après sondage, élection après élection. Et une bonne partie des retraités qui, alors ils sont pas toujours très contents, mais quand même ils ont pu voir à l'occasion du Covid-19 à quel point leurs intérêts déjà sanitaires et leurs intérêts financiers étaient garantis par le chef de l'État. Il faut bien voir que Emmanuel Macron ressort très conforté de la crise du Covid-19. En janvier 2020, on était en pleine polémique et manifestation sur la réforme des retraites et il est sorti de là, il était assez peu populaire en fait. Et aujourd'hui, il est certes impopulaire, mais comment ne pas être impopulaire dans la France d'aujourd'hui? Donc il a effectivement un socle très puissant. Il bénéficie également, ça explique un petit peu les problèmes de Madame Hidalgo, en dehors de sa personnalité ou de sa communication, c'est qu'une bonne partie des sympathisants socialistes, comme une bonne partie des sympathisants LR, ont une bonne opinion de l'exécutif, font confiance au président de la République. Sondage après sondage, vous voyez 30 à 40%, parfois en période de crise davantage, des sympathisants de la gauche du gouvernement ou de la droite du gouvernement. C'est équilibré ça, parce que donc ce ne sont pas des vrais. Très souvent, c'est qu'il est quand même plus perçu comme un président des riches et qu'il a du mal à marcher équilibrément sur. Non. Ce que l'on constate quand vous parlez avec des gens de gauche, c'est qu'ils sont persuadés que c'est un président de droite. Mais quand vous parlez avec des gens de droite, ils sont persuadés que c'est un président de gauche. Moi, j'ai tendance à prendre au sérieux à être un peu, comment dire, formaliste. Quelqu'un qui me dit qu'il est de gauche, j'ai tendance à penser qu'il est de gauche. Quelqu'un qui me dit qu'il est ni de droite ni de gauche, j'ai tendance à penser que c'est vrai. En tout cas, dans ses soutiens, c'est vrai. Je rappellerai que ce problème date du tout début du quinquennat. Le 4 juillet 2017, à l'Assemblée nationale, deux partis qui venaient de se retrouver dans l'opposition. Les LR d'un côté, les socialistes de l'autre, les trois quarts de leurs députés présents, eh bien, se sont tout simplement abstenus. Dès le départ, ils ne savaient pas s'ils étaient dans l'opposition ou pas. Ouais. Un mot sur Emmanuel Macron, Florent Vadier, puis ensuite on s'intéresse évidemment à Yannick Jadot et à Europe Écologie Les Verts. Bon, on l'a déjà dit et ça semble un peu une évidence, mais je pense qu'il faut le rappeler. Son intérêt, c'est d'entrer en campagne le plus tard possible. Oui, en tout cas, de se déclarer candidat le plus tard possible. Il est présenté comme un président candidat. Parce qu'effectivement, l'entrée en campagne, elle a démarré pour moi le 12 juillet, lors de son discours, lorsqu'il a annoncé l'obligation vaccinale qui n'en est pas une, et lorsqu'il a fait, je crois, 25 minutes sur le contexte sanitaire et quasiment 25 minutes sur, en gros, la société de demain, les quelques pistes qu'il commençait à annoncer, plus son Tour de France. Donc il est candidat, avec un rétablissement absolument extraordinaire, parce qu'effectivement, il sortait égratigné de la crise des Gilets jaunes. Le début de la crise sanitaire a été quand même une catastrophe gestionnaire absolue. Et avec l'arrivée du vaccin, avec la capacité de gérer la réouverture, avec le plan de relance. Avec l'argent qui a été déversé sur une partie des secteurs, avec... Et qui continue d'être... Évidemment. Avec des mesures catégorielles qui voient le jour, la taxe d'habitation, les gens peuvent le constater en ce moment même, certains en sont exemptés. Tout ça constitue un capital de campagne assez important. Et puis, il y a des réflexions qui reviennent très souvent chez les gens, c'est qui, à sa place, aurait fait mieux ? Et finalement, il y a aussi cet exercice de comparaison. Et quand on regarde effectivement qui se présente face à lui, eh bien, il garde une stature présidentielle et il est crédité d'avoir tenu le pays, alors que certains, on estime qu'il serait en peine pour le tenir. Allez, on termine avec les Verts. Yannick Jadot, depuis le 28 septembre, c'est donc le candidat désigné après une courte victoire, 2110 voix d'avance qui font rager Sandrine Rousseau. Elle fait entendre sa différence depuis, mais pour Julien Bayou, le secrétaire national du parti, tout va bien. On a besoin de radicalité dans une écologie de gouvernement. Si vous voulez, si c'est pour avoir des filets d'eau tiède comme le gouvernement actuel, ça ne sert à rien. Comme dirait Greta Thunberg, c'est du blabla. Sandrine Rousseau a su
faire venir à la politique des gens qui disaient « je fais de la politique ». Quand vous êtes féministe, c'est politique, évidemment, les droits des femmes, c'est politique, mais je me tiens à l'écart des partis. Et donc je crois qu'on doit aussi réussir ça dans la campagne, à l'égard notamment de la jeunesse. Vous avez une grande partie du mouvement climat qui dit il n'y a pas plus politique que le climat, puisqu'il s'agit des générations présentes et de l'avenir des générations futures. Mais elles disent je me tiens loin des organisations partisanes. Eh bien, tout l'enjeu de notre campagne, et j'en ai discuté beaucoup avec Yannick Jadot, nous voulons permettre que cette énergie, cette envie, cette soif de justice, elle puisse s'exprimer dans la présidentielle, tout en gardant cette indépendance à l'égard des partis. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Pascal Perruneau, est-ce que c'est la synthèse impossible, ça? Écoutez, la synthèse est difficile, en tout cas. Bon, tout le monde dit le contraire, bien sûr, embrassons-nous Folleville, mais enfin, c'est vraiment laborieux. Et la manière dont, après la victoire, qui est tout de même courte, mais imparable, de Yannick Jadot, la manière dont Sandrine Rousseau a été mauvaise perdante, a été tout de même tout à fait étonnante. En train de négocier comme un vieux radical socialiste sous la Troisième République ou la Quatrième République sa place dans le dispositif de campagne. Bon, voilà, il va falloir, on voit bien le chemin et le chemin de croix peut-être que Yannick Jadot aura à parcourir. Alors, il faudra aller au-delà des synthèses faciles. Julien Bayou, la radicalité dans le gouvernement dans la radicalité. On a l'impression, là aussi, d'une motion de fin de congrès où on fait croire aux Françaises et aux Français n'importe quoi. Le problème, ça va être d'abord de rassembler son camp. Mais les écologistes, voilà, dans une présidentielle, ça n'a jamais fait plus de 5-6%. Là, on le crédite de 9%. Bon, il faut tout de même qu'il solidifie maintenant ce camp écologiste qui aurait pu aller voir ailleurs, vers la radicalité Mélenchon ou vers Emmanuel Macron, le représentant, au fond. Ou Anne Hidalgo. Là, vous l'avez carrément chevauché. Voilà, tout à fait. Mais après ce qu'on a dit, en effet, on l'oublie. Voilà. Bon, donc, ça, c'est un problème. Puis ensuite, bien sûr, il faut qu'il rassemble ce qui reste du peuple de gauche. Alors, parce que s'il veut peser, il faut qu'il aille bien au-delà de son bassin naturel d'électeurs écologistes, même élargi. Alors c'est vrai que le peuple de gauche, aujourd'hui, quand vous faites le total, vous arrivez à du 25-28% des suffrages exprimés. 30, voilà. Mais s'il veut éventuellement pouvoir laisser penser à l'électorat qu'il pourrait s'inviter dans un second tour, il va être obligé de rassembler ce peuple de gauche. Et là, il va falloir trouver toute une série de thématiques, certes écologistes, mais ça ne suffira pas, parce que la thématique économique et sociale, particulièrement du pouvoir d'achat, est extrêmement présente dans l'ensemble de l'électorat, mais surtout dans l'électorat de gauche. On se mouille, Yannick Jadot, au-delà des 10%. Est-ce que vous y croyez dans 50 jours? Écoutez... Ah, vous êtes perplexe. Oui, je suis perplexe. Vous ne voyez pas décoller? Non. Bon. Jérôme Sainte-Marie. Oui, un des problèmes des écologistes, c'est que ça relève, si j'ose dire, de la permaculture, la vie politique écologiste. C'est-à-dire que c'est un tout petit milieu, très frotté en quelque sorte de la vie universitaire, vous savez, c'est un peu... qui a une sociologie, c'est ce qu'on appelait autrefois, on appelle ça les bobos, maintenant, on appelait ça autrefois de manière plus raisonnable, la petite bourgeoisie, diplômée, urbaine, etc. Et donc, c'est la permaculture, et c'est le problème, c'est que la permaculture, comme vous le savez, c'est une culture hors sol, en quelque sorte, et intense, mais sur un espace très limité. Et elle a du rendement. Elle a du rendement, c'est très intéressant. C'est une pratique agricole tout à fait intéressante. Permaculture, je peux donner. Tout à fait intéressante. Moi aussi d'ailleurs. Mais en politique, c'est moins rentable, si vous voulez. Et vous avez effectivement les rendements agricoles, comme dont parlait Mme Loiseau, sont moins importants, tout simplement parce que quand on s'intéresse à cette population qui a ses propres préoccupations, c'est tout à fait légitime. Pour remporter un débat interne ou une primaire, eh bien, on s'éloigne du point d'équilibre de la société française. On s'élève surtout des attentes de ceux qui votaient généralement pour la gauche, pour leur pouvoir d'achat, pour la protection sociale, ce genre de choses. Alors, au-delà de 10 ou pas? Non, je pense pas. 50 jours. Il reste en dessous des 10. Florent Vadillo. D'abord, ce qui est intéressant, c'est la victoire de Yannick Jadot à la primaire. Alors certes, on ne maîtrise pas le corps électoral de la primaire, mais les Verts ont fait mentir leur réputation, puisque d'ordinaire, ils vrai que ça s'est bien passé. Toujours le candidat qui avait le plus de chances de perdre. C'était le cas d'Eva Joly face à Nicolas Hulot, pour ne parler que d'elle. Là, j'ai l'impression que les écologistes sont devenus un parti de gouvernement. Et ça vaut d'ailleurs pour Julien Bayou, qui a troqué la tenue d'étudiant pour celle du costume
chemise du chef de parti et le discours du chef de parti. Et tout ça n'est pas qu'anecdotique. C'est qu'ils ont pris le candidat qu'ils estimaient être en mesure de tenir le cap d'une présidentielle. En revanche, est-ce que cela élargit pour autant leur socle électoral ? Je ne le crois pas. Ils ont un candidat qui effectivement est un candidat qui peut aller dans un gouvernement, dans une coalition gouvernementale, mais peut-il élargir le cercle en dehors effectivement des élites urbaines ? J'ai du mal à le croire. Donc je plaide pour moins de 9% au premier tour des présidentielles. D'accord, on verra ça dans 50 jours. Très vite, Laetitia. En 2 secondes, sauf si les jeunes se décident à aller voter. Parce que pour l'instant, les jeunes sont majoritairement abstentionnistes. Oui. Si les jeunes vont aux urnes, je ne sais pas pour qui ils voteront. Oui, mais dans 50 jours, ils se seront peut-être pas encore décidés. Donc vous le mettez plutôt en dessous encore les 10. On verra ça. Merci d'être... vous êtes plié finalement à l'exercice. On se retrouve dans 50 jours. Hein. Peut-être qu'on rediffusera quelques extraits du débat. Allez, on passe.